Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, un total de 148 000 tonnes métriques de carburant sera livré à Madagascar entre le 13 avril et le 31 mai, selon les informations communiquées aujourd'hui par le groupement des pétroliers de Madagascar. Parmi ce volume, 60 000 mètres cubes seront constitués d'essence. Le GPM précise également que le gasoil est encore disponible en quantité suffisante actuellement, avec un stock couvrant les 20 jours. Détail. 3 approvisionnements en carburant sont attendus à Madagascar d'ici la fin du mois de mai, alors qu'en période normale, un seul arrivage est prévu par mois, selon les déclarations du groupement des pétroliers aujourd'hui. Le premier navire est attendu ce lundi, avec une cargaison de 64 500 tonnes métriques de carburant, dont 19 000 mètres cubes d'essence. Le deuxième approvisionnement est prévu le 5 mai avec également 64 500 tonnes métriques comprenant 22 000 mètres cubes d'essence. Le troisième est attendu le 31 mai transportant 19 000 mètres cubes d'essence. Ces livraisons permettront d'alimenter toutes les stations-service à travers Madagascar, toujours selon les explications. Par ailleurs, il a été confirmé que les réserves de gasoil dans les dépôts de distribution restent suffisantes pour les 20 prochains jours. Ainsi, d'après cette annonce, il n'y a pas lieu de craindre une pénurie de carburant et aucune ruée ni file d'attente ne devrait se produire dans les stations-service. La hausse du coût de la vie à Madagascar est inévitable en cas d'augmentation du prix du carburant. L'État doit prendre des mesures favorables à la population face à cette crise du carburant dans le pays, selon un économiste. Parmi ces mesures figure la réduction des importations ainsi que l'augmentation de la production locale, d'après ses explications. La limitation actuelle du prix du carburant suscite également des interrogations, notamment en raison du niveau élevé de la subvention que l'État doit supporter, toujours selon cet économiste. Andena Martina, Nzaranjiansu. L'économie mondiale traverse actuellement une période difficile en raison des répercussions du conflit entre l'Iran et Israël. Cette situation découle notamment de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, empêchant la circulation de nombreuses marchandises, dont les produits de première nécessité, le gaz et le pétrole. Même si le carburant importé par Madagascar ne transite pas par cette zone, le pays en subit les conséquences. La baisse de l'offre sur le marché international entraîne une hausse des prix de ces produits, explique Ruth Razavjalamb, l'économiste que nous avons interrogé. Des mesures ont été prises par le gouvernement ce mois-ci concernant le plafonnement du prix du carburant, mais la question des subventions que l'État devra assumer reste préoccupante selon ses explications. Si le prix du carburant augmente progressivement à Madagascar, les autorités doivent privilégier l'intérêt de la population, souligne-t-il. La hausse du coût de la vie dans le pays étant fortement liée à celle du prix du carburant, une solution envisagée serait d'augmenter la production locale tout en réduisant les importations. Ainsi, la hausse du coût de la vie à Madagascar reste inévitable en cas d'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement doit donc adopter des mesures adaptées sans pénaliser la population malagasy. Dans un tout autre sujet, les habitants de la commune d'Antete-Zambar, dans la région d'Atsnan, sont progressivement sensibilisés au tri des déchets, en particulier la séparation des déchets plastiques. Alors que plus de 10% des déchets dans le pays sont constitués de plastique, diverses entreprises et ONG forment les populations, comme à Antete-Zambar, où elles sont encouragées à collecter les plastiques afin de les transformer en produits utiles au quotidien, tout en contribuant à la protection de l'environnement. Natera Kotmav. Les déchets produits par l'homme peuvent être considérés comme une ressource exploitable dans plusieurs domaines. On distingue 3 grandes catégories de déchets: les déchets organiques issus des aliments, soit 75%, les déchets plastiques 10% et les déchets en papier 5% restants. Le plastique fait partie des déchets qui prennent le plus de temps à se dégrader, ce qui en fait un élément particulièrement nuisible pour l'environnement.
La lutte contre les déchets plastiques est devenue une priorité mondiale. De nombreux pays à travers le monde ont même abandonné l'utilisation du plastique dans la vie quotidienne, tandis que d'autres ont mis en place des systèmes de tri efficaces, déjà bien ancrés, notamment dans certains pays européens et en Amérique. À Madagascar, toutefois, cette politique de gestion des déchets n'est pas encore une priorité. Même la collecte quotidienne des déchets constitue déjà un problème majeur. Malgré cela, ONG, entreprises privées et diverses associations poursuivent leurs efforts de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques afin de les transformer en objets utiles au quotidien. Parmi ces initiateurs figure l'entreprise Omniverdi, spécialisée dans l'environnement et sa protection, qui a implanté une antenne à Tetezambar dans la région Antsinanan. Cette entreprise s'est fixée comme objectif de collecter les déchets plastiques pour les transformer en produits utilisables au quotidien, tels que des chaises, des tables et divers mobiliers pouvant être installés partout. Les habitants sont appelés à participer activement à cette nouvelle activité qui constitue à la fois une source d'emploi, un levier de développement et un moyen d'assurer un environnement propre. Bien que les structures nécessaires soient encore en cours de mise en place, cette nouvelle approche commence déjà à produire des résultats visibles sur le terrain. Dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé publique a confirmé hier que le nombre de décès liés à l'épidémie de Mpox à Madagascar est monté à 3. Les 3 cas sont enregistrés à Antananarivo, Mbandh et Madzang. Il s'agit d'un homme décédé lundi dernier à Madzang, information déjà annoncée dans les médias hier. Natera Koutmav. Le ministère de la Santé publique a publié de nouvelles statistiques hier, mercredi 8 avril, concernant l'évolution de l'épidémie de Mpox à Madagascar par l'intermédiaire du porte-parole du COUSP ou Centre d'opération d'urgence de santé publique. Selon ces données, le nombre de décès s'élève désormais à 3 suite à l'ajout de celui d'un homme de 36 ans décédé au CHU de Madzang lundi dernier. Pour rappel, les 2 autres décès ont été enregistrés à Antananarivo et à Mbandh. Concernant les chiffres globaux, de nouveaux cas ont été signalés le 7 avril, un cas confirmé et un cas suspect. Sur les 1728 cas recensés, 829 ont été confirmés positifs au Mpox depuis le mois de décembre dernier, dont 680 patients sont déjà guéris. Il est à rappeler que 49 districts sont actuellement touchés par l'épidémie de Mpox dans le pays. Face à la propagation de la maladie, le ministère de la Santé publique insiste sur la nécessité de renforcer la vaccination contre le Mpox. Et la circulation sur la route nationale 2 reliant Antananarivo à Tuamas sera coupée demain 10 avril entre 12h à 13h selon un communiqué du ministère des Travaux publics sorti le 3 avril dernier. La coupure de la circulation se fera entre PK 61 au PK 63 plus 500 en raison de tirs de mines dans le cadre des travaux d'entretien périodique de la RNP2 selon les explications. Selon toujours ce communiqué, aucune déviation n'est accessible durant les interventions, donc les usagers sont priés de bien vouloir se conformer aux instructions et consignes émises par les responsables sur les lieux, toujours selon les informations. En politique, les députés sont convoqués prochainement à une session extraordinaire selon ce qui a été annoncé lors du Conseil des ministres d'hier. En effet, le nouveau Premier ministre doit présenter la nouvelle politique générale de la refondation après sa nomination il y a un mois. La date de cette session extraordinaire n'est toutefois pas encore fixée, mais en principe, elle ne devrait pas dépasser le 14 avril, date marquant le premier mois d'existence du gouvernement dirigé par le Premier ministre Mamtin Aradzonarsang. Plusieurs projets de loi devraient également être adoptés au cours de cette session extraordinaire. Et côté sport, les quarts de finale du Viva Football U17 organisés par la chaîne Viva se tiendront ce samedi 11 avril. Le premier match débutera à 12h au CFFA Andoran Futsi. Les détails. À l'issue des 8e de finale disputés le lundi 6 avril, les 8 équipes victorieuses accèdent au quart de finale de la compétition de foot Viva Football U17 prévue ce samedi. Voici le programme des matchs. À partir de 12h, Soccer Academy affronte AS Tikic. À 13h15, Go Ahead affrontera JSEM. À 14h30, Jet Elite affrontera Niav FC. Et le dernier match, à 15h45, Dignitas sera opposé à l'ASFM.
Tous les matchs se dérouleront au CFFA Anduran Futsi. Voici le rappel des résultats des huitièmes de finale. Soccer Academy a battu Villarreal CF sur le score de 1-0. AS Kitsch a battu EFMA au tir au but 5-4. Go Ahead a battu EFA 2-1. JSEM a battu FC Fix 3-0. Jet Elite a battu AGA 2-1. Niav FC a battu Black Star 2-0. Dignitas a battu Netfoot Mada au tir au but 5-4. Et ASFM a éliminé US Pro après une séance de tir au but 4-3. Enchaînons avec les actualités internationales. Le Hezbollah pro-iranien a dit avoir lancé des roquettes sur Israël en réaction à sa violation du cessez-le-feu. France 24. Effectivement, le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes en direction du nord d'Israël. Il parle donc d'une riposte aux frappes israéliennes d'hier. Le Hezbollah prévient que ces tirs vont se poursuivre tant que les attaques contre le Liban continueront. Donc, vous savez, on est clairement dans une logique de réponse militaire. Mais au-delà de cette riposte immédiate du Hezbollah, il faut aussi regarder la position du Hezbollah qui reste constante depuis le début de la guerre. Le Hezbollah considère qu'il est engagé dans une confrontation directe avec Israël et qu'il agit dans ce qu'il présente comme une logique de résistance. Le Hezbollah affirme aussi que les frappes israéliennes ne feront pas reculer ses capacités ni sa présence sur le terrain. Donc on a aujourd'hui un face-à-face qui s'installe avec d'un côté donc le Hezbollah qui affirme qu'il va continuer à riposter et de l'autre l'armée israélienne qui dit d'ailleurs ce matin très clairement que ces opérations vont se poursuivre contre le Hezbollah à travers le pays. L'armée israélienne dit aussi ce matin qu'elle va renforcer sa ligne de front, la ligne de défense, je m'excuse, au sud du Liban, ce qui laisse donc peu de place à une désescalade rapide. Avec la flambée des prix liés aux tensions au Moyen-Orient, la dépendance énergétique de l'Europe revient au cœur des débats. L'Union européenne importe près de 60% de l'énergie qu'elle consomme. Un choix assumé depuis des années, mais qui expose aujourd'hui les économies européennes au choc géopolitique. France 24. Oui, aujourd'hui, l'Union européenne importe près de 60% de l'énergie qu'elle consomme, 57% très exactement, avec certains pays comme Malte qui sont quasi dépendants à 100% de l'étranger. L'Allemagne, c'est 66%, la France un petit peu moins, autour de 40% en raison de ou grâce à son parc nucléaire. Mais pour les carburants, la France, elle reste dépendante à quasi 100% également. Concrètement, ça signifie que notre énergie, elle vient en très grande partie de l'extérieur, du Moyen-Orient, des États-Unis pour le gaz naturel liquéfié. On peut citer également l'Algérie, par exemple, pour le gaz. Évidemment, le Qatar, quand le Qatar pouvait exporter. Le problème, c'est qu'à chaque tension géopolitique, comme aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient ou en 2022, au début de la guerre en Ukraine, les prix s'emballent immédiatement. La facture, elle arrive directement chez les consommateurs avec des risques aussi de pénurie. Le compte à rebours est lancé avant la visite du pape Léon XIV en Algérie. Les Algériens préparent cette visite historique. Il s'agit de la symbolique rencontre entre le pape et le peuple algérien, a déclaré l'archevêque d'Alger. France 24. Il est consacré après l'accueil à l'aéroport, qui est un accueil, donc c'est une visite d'État, il y aura un moment de recueillement au monument des Martyrs, qui est le monument emblématique d'Alger, et puis au pied du monument, une rencontre avec le peuple algérien. Voilà, ce sera un discours, son premier discours sera adressé au peuple algérien. Ensuite, il rencontrera évidemment le président de la République, il a un tête-à-tête avec le président de la République et à la présidence, et puis une rencontre avec les corps constitués, la société civile, dans l'auditorium du complexe de la Grande Mosquée d'Alger, et ensuite un moment de visite de la Grande Mosquée. Et l'après-midi sera
une rencontre avec la communauté catholique et ses nombreux amis musulmans sur l'esplanade de Notre-Dame d'Afrique. La journée du lendemain sera à Annaba, donc avec l'ancienne Hippone, avec la visite des ruines d'Hippone et un moment de recueillement dans la basilique de la Paix. Il reste le contour de cette basilique qui était probablement une des basiliques d'Augustin dans laquelle il a prêché. Et puis ensuite, il montera sur la colline de Annaba, d'Hippone, pour rencontrer les personnes âgées qui sont la maison des Petites Sœurs des Pauvres. Il prendra le repas avec ses frères augustins. Et puis, il y aura la messe à la basilique d'Hippone, basilique Saint-Augustin. Alors, Saint-Augustin, évidemment, c'est une figure, c'est un père de l'Église, c'est une référence c'est le moment de l'élaboration de la réflexion chrétienne. Et c'est pour ça que c'est important. Et puis après, bien sûr, c'était une des sources et qui a construit la théologie chrétienne et catholique. Donc c'est important pour l'Église, évidemment. C'est important pour le pape, on l'a vu. Le pape donc, est rentré très jeune, à l'âge de 16 ans, dans un ordre religieux qui suit la règle de Saint-Augustin. Et donc, on sent qu'il a été baigné par les références augustiniennes. On sent que ça l'habite beaucoup, profondément. Et après, il a été supérieur général de cet ordre. Donc, c'est d'abord un religieux, c'est d'abord un frère religieux. Voilà, le pape Léon. Et puis, Augustin, c'est important pour l'Algérie aussi. Et ça, c'est extraordinaire parce que 15 siècles sont passés et dans ce pays qui n'a justement pas de référence explicite chrétienne, la figure d'Augustin, d'une manière générale, est restée dans la mémoire collective. Et donc, le pape Léon a dit dans l'avion qu'il le ramenait du Liban. Je souhaiterais venir en Algérie pour continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. Et en Algérie, la figure d'Augustin est un de ces ponts possibles. Et de fait, il a raison. C'est la symbolique c'est un énorme geste d'ouverture. C'est la visite d'une petite église qui est effectivement l'église d'un peuple, dans un peuple musulman. Et toute visite du Saint-Père a toujours une symbolique forte. Ici, plus encore. Ça sera un voyage à la fois très simple, modeste dans sa forme et avec des éléments forts qui sont justement cette rencontre entre un pape et un peuple musulman. Et je sais qu'il sera bien accueilli. Toute la symbolique sera dans cet accueil. Donc, à la fois la volonté du pape d'avoir voulu venir en Algérie et la volonté de l'Algérie d'accueillir le pape. Donc, toute la symbolique est dans ce paradoxe. Oui, il est là. Et on arrivera au bout quand, dans l'échange des regards, dans ce que nous allons vivre ensemble pendant ces jours. Ça sera une vraie rencontre. Notre édition touche déjà à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.